Bonjour Thierry Lenz. Bonjour. Alors vous êtes historien, directeur de la Fondation Napoléon où nous nous trouvons actuellement et vous êtes bien entendu un spécialiste de la période napoléonienne. Notre rencontre se déroule donc dans des circonstances assez particulières puisque vous publiez le fameux manuscrit du mémorial de Sainte-Hélène écrit par Lascaz, retrouvé par la Fondation et vous-même dans des circonstances que vous allez justement nous raconter dans un instant. Alors auparavant, tout le monde n'est pas forcément toujours très au fait de cette histoire. On va faire un rapide résumé des épisodes précédents, si je puis dire. Alors, rapidement, les circonstances. Donc, c'est la bataille de Waterloo. On est en juin 1815. Napoléon est battu. Un mois plus tard, au large de l'île d'Aix, il se rend aux Anglais. Il pense qu'il va pouvoir mettre le pied en Angleterre. Or, c'est pas le cas. Il est envoyé à Sainte-Hélène, ça tout le monde le sait. Il ne part pas seul, puisque parmi ses compagnons vont se trouver le grand maréchal du palais, Bertrand, le général Gourgaud, Lascaz, donc évidemment, le général Montholon et sa femme, Louis-Étienne Saint-Denis, qu'on appelle Ali, le fameux Mamelouk, et son valet de chambre, Marchand. C'est donc sur ce fameux rocher, à des milliers de kilomètres de la France, on ne le sait pas toujours, on est au large de l'Afrique, en plein océan Atlantique, qu'il va dicter ses mémoires, ou en tout cas, qu'il va confier, raconter sa vision des événements passés et que certains, justement, vont prendre des notes. C'est là qu'intervient notamment le comte de Lascaz, l'un des 4 évangélistes, comme on dit toujours. Montholon, Gourgaud et Bertrand sont les 3 autres. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter les circonstances de ces fameuses impériales confidences ? Disons qu'au moment où Napoléon se rend aux Anglais, il vient de passer quelques mois un petit peu stressants, c'est le moins qu'on puisse dire, et au moment où le bateau va partir pour Sainte-Hélène, il y a à peu près 2 mois et demi de voyage, il se confie à un de ses compagnons, donc Emmanuel de Lascaz, en lui disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on va s'ennuyer, en gros. » Et Lascaz lui dit « mais non, on ne va pas s'ennuyer parce que vous allez dicter vos mémoires. » Et donc, effectivement, dès le début du voyage, sur le bateau, Napoléon va avoir des conversations avec donc, Emmanuel de Lascaz, qui est un ancien conseiller d'État, qui a été chambellan de l'empereur, et qui lui sert un peu de secrétaire. Alors, de tout ça vont sortir 2 catégories de livres, si l'on veut. D'abord, les mémoires, proprement dit, de Napoléon, c'est-à-dire, on le sait peu, mais Napoléon a véritablement dicté des mémoires, c'est-à-dire c'est sa vision sur un certain nombre d'événements de sa vie. Alors il n'est pas allé au bout, mais il a dicté la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, le siège de Toulon, la bataille de Waterloo, les 100 jours. Et puis à côté de ça, il va y avoir tous les journaux, tous les mémoriaux, appelons-les comme ça, de ses compagnons d'exil qui, évidemment, prennent des notes. C'est la mode du temps, ils prennent des notes, ils rédigent des petits morceaux. Et parmi eux, le plus, celui qui va y prendre le plus de soin, c'est ce fameux conseiller d'État Emmanuel de Lascaz, qui, parce qu'il a une conversation brillante, parce qu'il n'est pas militaire, tous les autres sont militaires, pour Napoléon, les autres sont sous ses ordres en quelque sorte. Là, Lascaz, ça va vraiment devenir, un compagnon, pas un ami évidemment, mais un compagnon de voyage et un compagnon d'exil, à qui Napoléon va faire des confidences. Et Lascaz prend des notes, qu'il fait recopier à son fils, qui l'a accompagné à Sainte-Hélène tous les soirs, et dès le début, il envisage de publier le compte-rendu de ses notes, qu'il appelle dès l'origine le mémorial de Sainte-Hélène. Le mot mémorial était un mot un peu à la mode à l'époque, donc il a immédiatement choisi ce titre, et chaque jour, il met au propre à la fois des notes qu'il a prises, mais aussi il dicte à son fils des souvenirs, ce qui fait qu'au moment où on va l'obliger à quitter Sainte-Hélène, il va avoir à peu près 900 pages de documentation à sa disposition. Alors, les circonstances du départ de Lascaz sont un peu particulières, c'est que Lascaz est expulsé par le gouverneur anglais de Sainte-Hélène à la fin de l'année 1816. Donc, un temps assez court, 900 pages, on imagine que s'il était resté les 5 ans, on en aurait eu 2000 ou 3000, mais c'est pas tellement ça l'important, c'est que Lascaz, au fond, a cherché à se faire expulser de Sainte-Hélène, peut-être avec la complicité de Napoléon, on n'en est pas complètement sûr, mais les circonstances de son expulsion sont très particulières. On dit qu'il a essayé de faire passer de la correspondance secrète en Europe.
En réalité, on sait très bien que c'est quelques mots sur un chiffon qui ont été saisis sur un de ses domestiques. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'ils étaient très surveillés par les Anglais et qu'ils ne pouvaient pas écrire n'importe quoi. D'ailleurs, notamment, Bertrand écrivait de façon chiffrée. Oui, c'est le grand maréchal Bertrand qui chiffrait ses notes. Oui. Alors, les Français s'installent dans une toute petite maison qui s'appelle la maison de Longwood, hein, qui se trouve sur ce plateau. Ils sont assez libres dans un périmètre, on va dire, pas très large. Et dès qu'ils veulent sortir de ce périmètre, ils doivent être accompagnés par des officiers anglais. Donc il y a une vraie surveillance qui s'exerce. On sait qu'il y a des espions à l'intérieur de Longwood, puisqu'il y a des domestiques qui sont affectés par les Anglais. Et bon, évidemment, ils doivent savoir ce qui se passe, ce que dit Napoléon, etc. Et donc Lascazes va profiter de ce caractère un peu tatillon de l'administration anglaise, qui est d'ailleurs représenté par un Anglais comme on aime les détester, hein, le lieutenant-général Hudson Lowe, qui est le gouverneur de Sainte-Hélène. Et donc on saisit cette fausse correspondance et le gouverneur décide d'expulser Lascazes. Lascazes est assez content d'avoir à être expulsé parce qu'il a les matériaux pour publier un livre à ce moment-là. Sauf que les Anglais sont beaucoup moins bêtes qu'on le pense et ils décident de saisir les papiers de Lascazes avant de l'expulser. Ce qui fait que le manuscrit qu'avait préparé Lascazes va être confisqué par les Anglais et il ne sera rendu à Lascazes qu'après la mort de Napoléon. Donc Napoléon meurt en mai 1821 et les Anglais ne lui rendront son manuscrit qu'en octobre 1821. Nous sommes d'accord que les Anglais ont fait une copie de ces notes, de ce fameux manuscrit. Bien sûr. Alors, Lascazes va bien sûr récupérer ces documents, puis il va les publier. Enfin, nous, on a cru très longtemps qu'il allait publier ce qu'il avait récupéré, et il va publier donc ce monument historique, littéraire, on ne sait pas trop le genre que ça doit prendre, qui s'appelle le Mémorial de Sainte-Hélène, qui paraît en 1823, et qui va devenir, on va dire, la Bible des napoléonistes, mais aussi des bonapartistes, parce qu'il va avoir un impact politique très très important. C'est le plus gros succès de librairie du 19e siècle. Alors c'est ce qu'on dit parfois, c'est pas exact, parce qu'on a évidemment, il y a une étude qui a été faite il y a une trentaine d'années qui montre que le vrai best-seller du 19e siècle, c'est le même qu'au 18e et probablement au 20e, sont les Fables de La Fontaine, et le Mémorial arrive, on va dire, dans les meilleures ventes pendant 5 ans, entre 1825 et 1830. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est énorme, le reste du temps, il va bien sûr se vendre très correctement. Le fils Lascazes écrit en 1844 qu'ils ont vendu 44 000 exemplaires. Alors, 44 000 exemplaires, c'est énorme hein, pour le 19e siècle, d'autant que le Mémorial fait 8 volumes, hein, donc ça fait quand même beaucoup de volumes vendus. C'était vendu d'ailleurs relativement cher. Et donc, publication du Mémorial, qui est une espèce de grande conversation sur des milliers de pages avec Napoléon, et qui va servir, je vous le disais, politiquement aux bonapartistes, et puis historiographiquement aux historiens, puisqu'on va y puiser toute une série d'expressions napoléoniennes, de sentiments, de jugements de Napoléon, etc. Ce qu'il faut savoir, le principal, c'est que dans le Mémorial, Napoléon se donne à lui-même, la personnalité d'un libéral, d'un homme qui aurait voulu, après avoir apporté l'égalité, apporter la liberté, qu'il était effectivement le messie de la Révolution, comme on lui fait dire, etc. Donc ça a eu cet impact politique en disant, oui, Napoléon, évidemment, c'était quand même autre chose que le régime de la Restauration, même après la monarchie de Juillet, tout ça était bien trop bourgeois, bien trop girondin pour les bonapartistes. Et donc on puise dans le Mémorial de Sainte-Hélène toute cette matière du Napoléon libéral, fils de la Révolution. Ce qui est très intéressant, c'est que l'opinion est en train de changer, les idées changent. On voit par exemple avec Stendhal, qui n'était pas un super fervent napoléonien convaincu, loin de là. Il a été quand même haut fonctionnaire sous le Consulat et l'Empire. Hein. Mais c'était pas un fervent partisan, on va dire. Mais quand il lit le Mémorial, les choses changent, donc ça a un impact très important, y compris peut-être pour le duc de Reichstadt. Est-ce qu'on peut dire aussi, malgré tout, que Lascazes travaille un petit peu pour le duc de Reichstadt ? Oui, alors d'abord, Lascazes a beaucoup travaillé pour lui, hein, il faut quand même le dire, parce que, c'est quand même, Lascazes est aussi un homme d'affaires, hein, c'est-à-dire qu'il a publié les 2 premiers volumes et il a vu que ça marchait très très fort. Donc il a publié la suite avec vraiment un espoir de recettes, parce qu'il avait besoin de ça pour vivre, évidemment, et puis il publie le tout à compte d'auteur, hein, donc ça veut dire qu'il récupère tous les bénéfices.
X, il organise la diffusion, la vente d'abord à Paris puis ensuite en province. Il va d'ailleurs beaucoup surveiller tout ce qu'on va faire de son mémorial. À l'époque, les droits d'auteur sont embryonnaires, on ne sait pas trop comment faire pour rémunérer un auteur, donc il y a des tas de copies pirates qui vont être faites. Lascaz va intervenir toujours, enfin lui et ses enfants, pour maîtriser la matière mémoriale. D'ailleurs, dans l'inventaire après décès de Lascaz, qui meurt en 1842, il précise bien à sa fille, à qui il laisse les droits du mémorial, que si elle est habile, elle peut avoir une recette de 3 000 francs par an sur tel et tel type d'édition, peut-être un peu plus sur une édition différente. Ceci étant, le mémorial est une bombe qui explose dans un ciel politique un peu terne. Lamartine disait « la France s'ennuie ». Et donc, évidemment, ça va recréer à la fois, ça va faire remonter l'image de Napoléon qui était assez dégradée jusque-là, et puis ça va lui donner cette aura du libéral, du fils de la Révolution, face à Charles X, qui arrive au pouvoir à peu près au même moment, et qui est, comment on peut le qualifier, l'ancien régime en pantalon. On peut parler de propagande quand même. Alors, il y a deux façons de prendre le mémorial. Il y a la façon, on va dire, survolée, qui est de dire « Ah, ce livre a eu une importance politique importante », ce qui est vrai, hein. Mais il y a aussi « Allez le lire ». Et lorsqu'on va le lire, on s'aperçoit quand même que dans ce qu'il a publié, Lascaz tire un peu à la ligne. Hein. Il y a des descriptions de paysages, il y a des promenades qui n'en finissent plus, il y a des propos de Napoléon. Et dès le début, d'ailleurs, tout le monde a remarqué que les propos que Lascaz faisait tenir à Napoléon étaient très longs, parfois des déclarations qui durent 10, 15 pages. Lascaz aurait dû avoir, dans ce cas-là, une mémoire phénoménale pour retrouver tout ça. Donc, c'est à la fois ce que dit Napoléon, on parle toujours là de ce qui a été imprimé, ce que dit Napoléon, avec, on va dire, l'extension, l'explication, la confirmation que donne Lascaz. Et si on lit le mémorial imprimé de façon, attentive, on se rend compte que Lascaz lui-même, à certains moments, signale que c'est du rajout. Il dit « Depuis mon retour en France, j'ai appris que… » Et puis tout à coup, vous avez 10 pages. Et puis parfois, il cite des mémoires d'autres en disant « Bah oui, le général machin dit dans ses mémoires que… » Bon, si vous voulez, tout ça a créé autour du mémorial, à la fois sans rien lui retirer à son importance politique, une espèce de méfiance, en disant, au fond, est-ce que c'est Napoléon ou est-ce que c'est Lascaz qui parle? Dès le début, il y a eu des articles de journaux à la sortie du mémorial où les gens disaient, c'est quand même surtout les mémoires de Monsieur de Lascaz plutôt qu'être les mémoires de Napoléon, mais bon, ça a marché, c'est passé comme ça, et après avoir eu ce rôle politique important, le mémorial, toujours mémorial imprimé, est devenu pratiquement une source primaire en histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un historien de Napoléon qui écrit sur la période sans aller voir ce que Napoléon dit dans le mémorial de Sainte-Hélène de tel ou tel ou tel personnage. Et donc, du coup, le mémorial a gagné des galons de sources primaires, comme si on était face à face avec Napoléon et qu'on se mettait à discuter avec lui et qu'il nous donne toutes les réponses aux questions qu'on pose. Voilà où nous en étions. Tout le monde a critiqué le mémorial, notamment les grands historiens du début du XXe siècle, mais on se disait toujours, on ne peut pas trancher parce qu'on n'a pas le manuscrit original. C'est-à-dire Comment ça se fait que justement le manuscrit original, on ne l'a pas? On ne l'avait pas parce que les Lascaz ne l'ont jamais révélé, s'ils ne l'ont jamais eu, au fond. Maintenant on sait, puisqu'on a cette copie, que très probablement Lascaz a utilisé en intercalaire les feuilles du manuscrit original, puis ensuite a rajouté, donc ce qui veut dire que tout ça a disparu au moment de l'impression. Tout le monde les a cherchés, les documents originaux, bien sûr dans des archives, mais aussi la famille Lascaz, qui est aujourd'hui assez nombreuse, qui a des branches féminines qu'il faut aller rechercher. Tout le monde leur a demandé, est-ce que vous avez le manuscrit? Non, on ne l'a pas, et effectivement, apparemment ils ne l'ont pas, enfin en tout cas, ceux que nous avons contactés. Et puis, nous avons trouvé à la British Library une copie de ce manuscrit, parce qu'après avoir confisqué le manuscrit à Lascaz, les Anglais l'ont recopié. Puisqu'ils l'ont eu entre les mains pendant 5 ans, ils ont eu le temps de le recopier, et ils l'ont recopié d'abord pour continuer à en posséder une copie, mais très probablement aussi pour avoir une arme contre Lascaz, parce qu'il se doutait bien que lorsqu'il serait obligé de lui rendre ses papiers, Lascaz pourrait publier ce qu'il voudrait, et les Anglais se sont dit, si nous gardons la copie,
on pourra au moins contester la version et notamment le comportement du gouverneur de Sainte-Hélène, qui est très développé dans le mémorial, et donc on pourra contrer à ce moment-là la SCAS. Ils font la même chose vis-à-vis du docteur Omehara, qui est le docteur de Napoléon à Sainte-Hélène, où ils le surveillent, ils répondent à chacune de ses affirmations, et puis finalement, ils vont rien en faire parce que, au fond, le mémorial démarre comme ça. On dit bien du mal d'Hudson Law, le gouverneur, mais en Angleterre aussi, on dit du mal d'Hudson Law à ce moment-là. Donc tout ça va couler. Et la copie, qui a été remise au ministre de la Guerre et des Colonies, Lord Bathurst, va rester dans les papiers Bathurst. Et en Angleterre, il n'y a pas d'obligation de déposer ses archives aux archives publiques, et ça va rester dans le château des Bathurst jusque dans les années 70. Alors, ça existait. Au fond, jusque dans les années 1920, personne ne le savait. À partir de 1920, si nos collègues du passé avaient été un tout petit peu plus imaginatifs, ils auraient pu savoir que ce manuscrit existait, puisque l'Angleterre a publié les inventaires des papiers privés de toutes les grandes familles, et donc ça a été publié en 1926, et le manuscrit y figure véritablement avec beaucoup de détails, avec une grande description, donc on savait que quelque part il y avait une copie de ce manuscrit. Mais on n'a peut-être pas fait attention, je veux dire, voilà la vérité. Même par exemple le grand historien Marcel Dunant, qui a publié l'édition la plus complète du mémorial de Sainte-Hélène avec toutes ses variantes, avec toutes les notes qu'il fallait, etc., avait envoyé un jeune historien anglais aux archives britanniques pour essayer de repérer s'il n'y avait pas un petit bout du mémorial là-bas. Et le fameux historien a sorti quelques dossiers, il a trouvé des petits passages qui avaient été, des petites notes qui avaient été prises à gauche à droite, mais Dunant, en regardant ça, a dit « bon, c'est exactement conforme au texte que nous avons ». Mais cet historien a oublié d'aller voir dans les inventaires, et s'il était allé voir dans les inventaires, il aurait trouvé ce manuscrit. Donc il n'est signalé quasiment nulle part. Il y a un historien français dans les années 2000 qui a signalé son existence mais qui n'est pas allé le voir. Et puis mon collègue Peter Hicks qui s'est rendu à la British Library pour un autre travail, il faisait une petite biographie d'Hudson Law pour un ouvrage collectif, s'est dit tiens je vais aller voir un peu dans les papiers Bathurst ce qui se passe, et puis il tombe là-dessus. Là il faut nous raconter ça. Voilà. Alors il tombe là-dessus parce que les Bathurst à un moment donné n'avaient plus envie de payer la conservation de leurs archives, donc ils les ont déposés dans les archives publiques, mais avec, il faut demander l'autorisation de les consulter. Bon, c'est assez fréquent, hein, en France aussi, dans les archives privées, c'est la même chose. Et donc, Peter voit ça dans les inventaires, il demande à consulter, on lui dit non, il faut demander l'autorisation à Lord Bathurst, le 8e, qui était vivant à ce moment-là. On lui écrit, le fameux Lord Bathurst nous répond de façon fort aimable, il nous envoie même des lettres de Napoléon qu'il a dans ses collections pour notre publication sur la correspondance, et il dit, mais écoutez, je vous donne l'autorisation de consulter. Alors là, Peter est d'abord allé faire un peu de sondage, il est un peu allé regarder, puis il se dit, mais c'est assez différent. Il manque beaucoup de choses dans ce manuscrit, donc c'est intéressant. Donc on organise une mission un peu plus conséquente là-bas, et puis on se met à feuilleter, il y a 4 volumes, et on se met à feuilleter, on est 4, et on se met chacun à feuilleter son volume pour comparer, et on s'aperçoit que on est devant un texte totalement différent. Alors quels sont justement les changements qui sont qu'on peut observer entre le manuscrit et le mémorial? Est-ce que ce sont des noms qui changent? Est-ce que ce sont des événements qui sont différents? Il y a beaucoup d'abord le volume. Le volume de l'ASCAS, 900 pages, mais ce volume représente à peu près 1/3 de ce qu'il publie ensuite dans le mémorial. Donc ça veut dire qu'il y a 2/3 de 9, quoi, hein, parce que l'ASCAS publie d'abord 2 volumes en janvier 1823, et il s'aperçoit que ça marche. Et là, il décide de publier la suite et d'augmenter la suite. Parce que, évidemment, s'il avait juste publié son manuscrit, il en aurait eu pour 4 volumes et c'était terminé. Là, il arrive à tirer jusqu'à 8. Alors, ces 2/3 de 9, la question c'est, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que l'ASCAS l'a inventé? Là, sincèrement, on ne peut pas trancher. Peut-être que l'ASCAS a une mémoire d'éléphant. C'est possible. Bon, c'est quand même, on peut en douter quand même, vu parfois la longueur des rajouts. Peut-être qu'entre 1816, son expulsion, et 1821, il a eu des réminiscences avec son fils, des discussions, et ils ont commencé à reprendre des notes. C'est d'ailleurs assez probable. Ceci étant, si on voulait mettre une échelle d'authenticité, on est quand même beaucoup plus près de la bouche du cheval, en l'espèce Napoléon, avec le manuscrit original, qu'avec le mémorial publié. Ça, c'est ce qu'on peut dire.
Quand on va regarder les différences, il y a d'abord tout ce qui est, on va dire, tirage à la ligne, c'est-à-dire tout ce que Lascaz a rajouté pour que ça fasse 8 volumes au lieu de 4. Bon. Donc ça, c'est, on va dire, c'est assez normal, mais tous les auteurs font la même chose. Dans tous les mémoires du temps, il y a de temps en temps une description de bataille où le type n'était pas vraiment, mais enfin, il vous la raconte quand même. Bon. Ce qui est, en revanche, plus gênant, c'est les parties politiques que Lascaz rajoute. Et ces parties politiques sont quand même très importantes parce qu'elles ont été beaucoup utilisées à la fois par les bonapartistes du 19e puis par les historiens du 20e. Et là, on se trouve sur des centaines de pages ajoutées. C'est-à-dire que Napoléon va par exemple donner une opinion sur quelque chose, et puis Lascaz va, cette opinion qui a peut-être 3 lignes dans le manuscrit, Lascaz va la faire durer 10 ou 15 pages, parfois 25 pages dans l'imprimé. Alors là, on peut se demander vraiment si c'est Napoléon qui parle ou si c'est Lascaz. Alors, quand on lit l'imprimé avec attention, encore une fois, on le repère aussi parfois. C'est-à-dire que parfois, Lascaz fait parler Napoléon, il y a des guillemets, puis tout à coup, il y a 10 pages de plus sans guillemets. Donc franchement, si on lit avec attention, on se rend bien compte que c'est du rajout. Mais parfois aussi, il va laisser les guillemets un petit peu partout, alors que le manuscrit montre que c'est pas lui qui l'a dit. Alors évidemment, je peux vous raconter une anecdote amusante rapidement. Il y a quelques mois, Le Figaro, ayant eu vent de cette trouvaille, est venu nous voir, on a beaucoup discuté avec eux, ils ont fait 2 pages, 2 pleines pages dans le journal pour parler de cette découverte, de la future publication, etc. Alors nous, on était bien sûr très fiers de nous, on s'est dit, formidable, notre travail d'historien va être reconnu. Et puis on a reçu une dizaine de mails, de messages, on va dire assez désagréables. On nous a dit que nous étions stipendiés par le gouvernement britannique pour tuer la légende napoléonienne. On nous a dit que nous étions de mauvais napoléoniens, et vive l'empereur, ajoutait-on à la fin, des historiens en mal de publicité, que sais-je encore. Et nous, on a été très très surpris par ça, mais en même temps, ça nous a fait réfléchir sur au fond, comment va être reçu le travail que nous faisons, puisqu'on va bien sûr publier le manuscrit presque original. Alors là, il faut rassurer les Napoléoniens. La première chose, c'est que le rôle historique du mémorial, il est achevé. C'est-à-dire que le mémorial imprimé de Lascaz, il a eu son rôle historique, et ça, on ne pourra jamais rien y faire, quand bien même il serait totalement faux. Il a eu l'importance de créer une doctrine au parti bonapartiste, d'aider Louis-Napoléon à prendre le pouvoir, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, on ne peut rien y faire. Notre travail, à nous, c'est un travail d'historien, un travail historiographique, c'est-à-dire de donner au public, et à nos collègues aussi, le manuscrit original, en tout cas ce qui est le plus proche aujourd'hui du manuscrit original, c'est-à-dire cette copie faite par les Anglais, mais pour travailler, tout simplement, pour travailler. Je veux dire, ça n'est pas faire du mal à l'image de Napoléon que de travailler l'histoire, que même dans les histoires générales de Napoléon sur lesquelles on a pu travailler, on a le droit, on a le devoir d'être critique avec Napoléon, à condition qu'on puisse l'appuyer sur de la documentation, etc. L'histoire est une science, et une science vivante, et donc on doit sans arrêt remettre en cause ce qu'on sait. Voilà, il n'y a rien de mieux que le document en histoire. Alors, on peut avoir des sentiments, on peut avoir des intuitions, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais bon, à partir du moment où on a un document qui vous dit le contraire, il faut quand même se plier au document. D'ailleurs, historien veut dire enquêteur, après tout, en grec. Ouais. Alors, maintenant, dans ce manuscrit, est-ce que le fond est différent? C'est-à-dire, est-ce que Lascaz a inventé Napoléon libéral? Eh bien non, parce que le ton des conversations de Lascaz avec Napoléon est effectivement déjà celui-ci. Et là, c'est Napoléon qui décide. C'est-à-dire que Napoléon a très bien compris que, évidemment, on allait lui reprocher le régime autoritaire, on allait lui reprocher un certain nombre de mesures, notamment prises après 1810, on allait lui reprocher ses erreurs, la campagne de Russie, le retour des 100 jours, qui aussi est une catastrophe pour la France, et donc il l'a bien senti, et donc, immédiatement, mais comme font tous les rédacteurs de mémoire, tous ceux qui parlent de leur passé vont l'embellir. Moi, je ne vais pas vous parler de mes erreurs, je vais vous parler de mes réussites. Eh bien, Napoléon, je ne me compare pas à lui, évidemment, Napoléon fait exactement la même chose. Et on sent cette touche de « je suis le libéral, je suis ceci, je suis cela », mais c'est par touche dans le manuscrit. C'est-à-dire que, au fond, le vrai sujet du manuscrit original, c'est « j'ai passé 1 an et demi avec Napoléon et on s'est beaucoup promené ».
Voilà. Alors donc Lascaz nous raconte la vie quotidienne à Longwood, c'est d'ailleurs très intéressant, il y a des détails supplémentaires qu'on ne connaissait pas, et puis de temps en temps Napoléon lui parle. Et Napoléon lui dit « Ah bah oui, quand j'ai fait ceci, mais c'était parce que demain j'aurais donné la liberté ». Alors Lascaz a noté ça, mais au fond c'est une toute petite phrase de promenade ou un paragraphe de promenade, et Lascaz le fait prospérer, comme on peut dire, et en fait, pardonnez-moi l'expression, mais il en fait des tonnes. C'est le talent de Lascaz d'ailleurs. C'est le talent de Lascaz, il est en même temps un très bon écrivain, il est cohérent par rapport aux pistes que lui donne Napoléon, mais ça n'est pas Napoléon qui le dit. Est-ce qu'on peut imaginer des erreurs de transcription du manuscrit de la part des Anglais ? Alors, c'est bien sûr la question qu'on va nous poser. La réponse que je peux vous dire, c'est je ne sais pas. Simplement, on fait une analyse externe un petit peu du document qu'on a eu en main. D'abord, on est sûr que c'est en Angleterre qu'a été faite la copie. Bon, le filigrane du papier, enfin, je vous fais grâce de tout ça. Deuxièmement, la copie a été faite par des Britanniques, un Britannique, parlant très bien français. Il n'y a quasiment pas de faute de français. Enfin, il a recopié du français, évidemment, mais il l'a recopié absolument sans faute. L'a calligraphié tout à fait honnêtement, et de façon lisible, alors là, heureusement. Et puis surtout, il est allé jusqu'à reporter des annotations qui avaient été mises sur l'original, dont des annotations de Napoléon lui-même. Donc ça veut dire aussi que Lascaz a montré son travail à Napoléon. Et puis il y a aussi intercalé dans le manuscrit des petits dossiers qui ont été créés par un autre Anglais, alors là pour le coup, qui est allé rechercher dans le manuscrit ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces morceaux qui pourraient servir au gouvernement britannique pour se défendre. Il y a par exemple un petit dossier sur les rencontres du gouverneur et de Napoléon. Il est allé chercher dans le manuscrit tout ce qui concernait le gouverneur et l'a recopié. Voilà. Alors, nous avons la forte intuition, sinon la certitude, que le texte a été respecté. Parce qu'il n'y avait aucune raison d'aller recopier le manuscrit et d'écrire des bêtises dedans, puisqu'on voulait justement s'en servir pour contrer des affirmations de Lascaz. Mais est-ce qu'il aurait pu être également tronqué ? Est-ce qu'il aurait pu retirer toutes les descriptions un peu trop longues ? Non, alors probablement pas, parce que le manuscrit que nous avons, qui est donc une copie du manuscrit de Lascaz, se présente exactement comme il aurait dû être publié. C'est ça qui est assez frappant, c'est que, en fait, Lascaz, s'il avait pu emmener son manuscrit, il l'aurait immédiatement donné à un imprimeur et ça aurait pu être publié tel quel. Il y a la page de garde, il y a le plan, il y a la séparation en petits chapitres par jour, c'est-à-dire que la façon dont on publie aujourd'hui le mémorial, qui commence toujours par la date du jour, est déjà prévue là-dedans. Il y a des tables, il y a des notes de bas de page déjà de Lascaz, etc. Donc vous voyez, en fait, Lascaz aurait voulu, si Lascaz était parti avec son manuscrit, le mémorial de Sainte-Hélène, ce serait ça. Et c'est-à-dire quelque chose de pas très intéressant finalement sur le plan politique. Sur le plan de l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est vraiment bien fait parce que la moindre maladie, le moindre malaise de Napoléon, etc., est décrit, répertorié, les visites du gouverneur, tous les problèmes que font les Anglais, enfin bon, tout ça, là, il y a déjà un petit règlement de compte avec le gouverneur Hudson Lowe qui est encore augmenté dans la version imprimée, parce que Lascaz a dû se dire, bon là, j'ai pas été assez méchant, il en rajoute 2 pages. Parce que, bon, effectivement, le personnage ne devait pas être très très sympathique aux Français. Hein. Il faut rappeler aussi que Lascaz n'est pas revenu tout de suite en France, hein. Il n'a pas pu, puisque Louis XVIII l'en a empêché, qu'il est d'abord passé par l'Afrique du Sud, en quarantaine, etc., etc. Ah oui, il a erré en Allemagne, en Belgique, il a d'ailleurs rédigé une partie dans un château belge, ce que les Belges nous ont signalé récemment, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, il a acheté une maison à Passy, qui était un faubourg à l'époque un peu campagnard de Paris, et c'est là qu'il s'est mis à travailler. Et il n'a pas travaillé seul. Si Lascaz avait, vous voyez, si le matériau était son propre matériau, il n'aurait pas demandé à d'anciens compagnons de Sainte-Hélène de venir l'aider, à des généraux de venir vérifier un certain nombre de choses, etc. Il y a eu un petit atelier qui s'est mis en route. Bien entendu. Alors je parlais tout à l'heure des 4 évangélistes, alors on les appelle comme ça, hein, justement, on peut comparer, on peut essayer de retrouver le vrai du faux. Alors ça c'est un jeu qui amuse toujours les Napoléoniens qui s'intéressent à Sainte-Hélène, c'est que on aime bien, parce qu'ils ont tous un peu daté
Ils ont fait un peu comme Lascaz, en fait, ils ont copié Lascaz, c'est par date. En fait Lascaz copie lui-même O'Meara, qui a publié avant lui, mais peu importe, tout ça est daté. Donc évidemment, le jeu, ça consiste à dire, je sais pas quoi, le 21 juillet 1816, est-ce que tout le monde raconte la même chose? Eh ben non, ils racontent pas tous la même chose. D'abord parce que c'est aussi dû au fait que ont-ils tous rédigé sur place? On n'en sait rien. Enfin, pour un des évangélistes qui est Montholon, on est sûr que non. Parce que Montholon recopie tellement les autres qui sont parus avant lui qu'il a composé tout ça pour gagner un peu de sous dans les années 1840. En revanche, pour ceux dont on pense que c'est assez proche, c'est-à-dire Gourgaud, probablement Marchand, un petit peu le Mamelouk Ali qui a écrit aussi des mémoires, là on s'aperçoit que les jours ne vont pas. Alors il y a cette énigme-là pour ce qui concerne Lascaz est un peu résolue parce que Lascaz se trompe d'un jour à un moment dans son manuscrit, donc évidemment ça va tout décaler, il passe du mardi X au mercredi X plus 2, et puis voilà, et donc toutes les dates sont décalées à partir de là. Alors, grosso modo, ils vont tous un peu raconter la même chose sur le fond, mais là aussi, on peut toujours se demander quelle est la source de tout ça. Alors là, ça devient un petit peu compliqué, mais au fond, O'Meara, Lascaz publient les premiers. Bon, les autres vont publier après. La tendance naturelle, c'est quand même d'aller voir ce que les deux précédents ont raconté et d'en reprendre des bouts. Et Lascaz le fait d'ailleurs avec O'Meara. Il y a une histoire très connue des Napoléoniens qui est ces conversations que Napoléon, ces petits contacts que Napoléon a eus avec un esclave à Sainte-Hélène qui s'appelait Toby. Et évidemment, c'est une des preuves que dans le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, il n'y a pas de racisme. En fait, Napoléon se moque bien que les peaux soient noires, blanches, etc. Donc il va discuter avec ce Toby et il lui donne de l'argent. Et toujours, on a pris comme source le mémorial de Sainte-Hélène en disant, bah oui, l'histoire de Toby est dans le mémorial de Sainte-Hélène. Sauf que dans le manuscrit, ça y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Toby dans le manuscrit. Alors, est-ce qu'il a inventé Toby ? Alors, il ne l'a pas inventé parce que le consul de France, directeur des domaines nationaux de Sainte-Hélène, a retrouvé la trace de l'épisode dans les archives anglaises. C'est-à-dire que Napoléon est bien allé discuter avec un esclave qui s'appelle Toby. Il lui a donné 20 Napoléons, lequel Toby s'est fait voler. Les Anglais ont réussi à les récupérer pour lui rendre, etc. Donc, l'épisode de Toby est juste, mais il n'est pas dans le manuscrit. Alors, comment Lascaz le retrouve-t-il? Peut-être de mémoire. Mais sans aucun doute, parce qu'il a lu les mémoires d'O'Meara qui sont parues avant lui, et O'Meara parle de Toby. Et donc Lascaz a dû se dire, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié cet épisode de Toby, d'autant plus que Lascaz était là, au moment des rencontres, ça se passait ce qu'on appelle le pavillon des Briards, la première demeure de Napoléon à Sainte-Hélène. Il y a d'ailleurs aujourd'hui encore à Sainte-Hélène l'arbre sous lequel Toby et Napoléon s'étaient assis pour discuter. Donc vous voyez, tout ça, il faut être assez précis, aller vérifier beaucoup de choses. Par exemple, on aurait pu dire, ça n'est pas dans le manuscrit, donc Toby n'a pas existé, mais en fait, si, il a existé, mais Lascaz l'a rajouté après, parce que probablement, il s'en est souvenu. Donc même le manuscrit doit être pris avec toutes les pincettes, bien entendu, et on doit toujours remettre en cause nos connaissances. Bien sûr. Par exemple, pour une autre raison, je suis en train d'essayer de travailler sur la façon dont on a annoncé la mort de Napoléon en Europe. Alors, pour avoir cette façon, je commence par voir les premiers bulletins d'information qui ont été donnés à Sainte-Hélène au moment où il meurt. En regardant dans les mémoires de chacun, y compris dans les rapports anglais, on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi, avant qui, à quel moment, etc. Il faut tout revérifier, il faut tout aller voir, il faut connaître l'époque, l'ambiance de l'époque pour savoir quel est l'acte qui, naturellement, a dû être fait en premier. Bon, c'est prévenir le gouverneur, évidemment, bien sûr. Et donc, tout doit être pesé, sous-pesé, et surtout lorsqu'on entre dans la politique. Je vous donne un exemple de choses où moi-même je suis coupable. Nous sommes tous coupables, puisque nous n'avions que le mémorial de Sainte-Hélène. Il y a dans le mémorial imprimé, on va dire dans les versions actuelles, une petite demi-douzaine de pages dans lesquelles, selon Lascaz, Napoléon passe en revue ses ministres. Et alors il donne sur chacun le tribunal de Sainte-Hélène. Alors celui-ci était comme ci, celui-ci était comme ça, celui-là c'était un idiot, et ainsi de suite. Et on a tous utilisé ça. On a tous cité, bien sûr, moi j'ai fait une étude sur les ministres de Napoléon, vous pensez bien que c'est du miel pour... voilà. Et bien il se trouve que ça n'est pas dans le manuscrit.
Donc d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est l'opinion de Lascaz? Est-ce que c'est l'opinion de Lascaz? Parce que Lascaz connaît à la fin ces gens-là. Quand Lascaz va rentrer en Europe, il est une espèce de héros. Il est le compagnon de Napoléon qui rentre. Tout le monde veut le voir, il voit tout le monde. D'ailleurs, la famille impériale le contacte, etc. Bon, on lui rembourse, Joseph Bonaparte lui rembourse ce qu'il avait prêté à Napoléon. Enfin, et là, voilà. Alors là, on ne sait pas. Là, vraiment... en plus, comme il y a des contradictions dans ce que Lascaz fait dire à Napoléon et la réalité de la collaboration qu'a eue Napoléon avec certains des ministres, on peut penser que c'est Lascaz qui a ajouté. Et puis il y a aussi des choses qui vont faire pleurer des larmes de sang aux Napoléoniens, c'est qu'il y a les grandes phrases du mémorial. Quel roman que ma vie. Voilà, quel roman que ma vie n'est pas dans le manuscrit. Il a été rajouté, d'ailleurs la conversation entière dans laquelle Napoléon va dire « quel roman que ma vie » a été rajoutée. Or, « quel roman que ma vie », on l'a tous utilisé, évidemment, même pour faire des chapitres, enfin, etc. Alors, désormais, avant, on disait « Napoléon a dit quel roman que ma vie », et maintenant, il faudra dire « selon Lascaz, Napoléon aurait dit ». Quel roman que ma vie. Et il y en a d'autres. Je suis le Messie de la Révolution, j'ai dessouillé la Révolution, une phrase qu'on cite aussi toujours sur le maréchal Lannes, je l'ai connu pygmée, je l'ai perdu géant, ne figure pas dans le manuscrit, etc. etc. Il y en a une quantité importante. Est-ce que Lascaz se réveille une nuit en disant « mais oui, Napoléon m'a dit quel roman que ma vie » et l'écrit dans son... Je n'en sais rien. Mais... désormais, je vais utiliser le conditionnel chaque fois que je dirais que Napoléon aurait dit quel roman que ma vie. Finalement, pour connaître et comprendre le mieux Napoléon, il faudrait lire ses romans, parce qu'on l'oublie, il a quand même écrit des romans, pas tous extraordinaires, c'est vrai. Il faudrait lire sa correspondance, ses notes au moment sur le terrain militaire, etc. Ah oui, la correspondance, bien sûr, est importante. Même ses dictées, si vous voulez, on a souvent tort, alors là, on va un peu plus loin, on pense que Napoléon, le 16 août 1769 et Napoléon le 5 mai 1821, c'est le même homme. Ben non, il est comme vous et moi. Il a évidemment un fond de génie, de supériorité. Il ne faut jamais oublier que quand même dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas 50 Napoléons. Hein. Bon, il y a 3, 4, 5 personnalités qui sont au niveau de l'histoire de l'humanité. Il en fait partie. Ceci étant dit, il est aussi quand même un petit peu un homme quelque part, et donc il a une évolution de la pensée, du style, du caractère. Le Napoléon du début du consulat n'est sûrement pas le Napoléon de l'apogée de l'Empire. Le Napoléon du consulat n'aurait probablement pas envahi la Russie en 1812. Mais il y a aussi des circonstances qui l'ont façonné, le sentiment d'être infaillible, invincible, de pouvoir aller au bout de projets que d'ailleurs lui-même n'arrivait pas complètement à définir. Et voilà, ça c'est le Napoléon qui évolue. Pourquoi, pour terminer, pourquoi le duc de Reichstadt n'a pas profité finalement du mémorial? Pourquoi la France, à ce moment-là, n'est pas allée le chercher? D'abord parce qu'il est jeune, il est né en 1811, il a 10 ans à la mort de son père, et puis il a 20 ans quand il meurt, enfin 21 ans. Hein, donc lui-même disait d'ailleurs, ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Ce qui n'est pas totalement faux. Hein. Alors on est beaucoup, lorsqu'on étudie le duc de Reichstadt, on imagine qu'il a secoué sa chaîne, et puis il essayait de secouer les barreaux de sa maison sans arrêt. Bon, les études les plus récentes et les plus sérieuses montrent qu'il a été très tardivement conscient de qui il était. Hein, probablement 1 an, 2 ans avant sa mort. Le reste du temps, il a été élevé. Écoutez, vous prenez un enfant petit, vous lui dites qu'il est archiduc autrichien, avec tout ce que ça comporte, bon, il ne va pas aller chercher s'il est autre chose, quoi. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été élevé comme un prince autrichien, et il est resté pratiquement jusqu'au bout, avec tout à coup, vers la fin de sa vie, un intérêt pour son père, etc. Vous savez que Napoléon lui avait légué beaucoup de choses à Sainte-Hélène qu'il n'a jamais reçues, hein, puisque Metternich a refusé que ça lui soit remis. Donc, je dirais que de toute façon, à l'époque où ça aurait été possible, il était déjà mort. Finalement, c'est Napoléon III qui va récupérer tout ça. Il va récupérer tout ça, lui, il va récupérer la légende, il va récupérer le socialisme, il va récupérer le fait qu'il est effectivement au moment où il va devenir président de la République, il est effectivement
l'héritier des Bonaparte. Avant cela, il ne l'est pas. Hein. Il y a Joseph, il y a d'abord son frère aîné, mais bon, qui meurt opportunément dans les années 1830. Mais il y a Joseph Bonaparte qui est jusqu'en 1844 à sa mort, qui est l'empereur, quoi, si vous voulez. Donc voilà, Louis-Napoléon, il a une intelligence autre que celle de son oncle, beaucoup plus dans la combinaison. Oui, il a une histoire, on va dire. Il a une histoire chargée. Oui. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup Thierry Lenz de nous avoir accueillis ici. Comme d'habitude, vous avez été parfait. Merci à vous. Et on souhaite à votre livre tout le succès du mémorial, évidemment, bien entendu.